Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Une question ce soir, comment les attentats de la semaine dernière sont-ils expliqués aux élèves? Comment les professeurs abordent-ils le sujet? Nous nous rendrons dans une classe de 3e dans un instant. Une souscription pour la basilique Saint-Martin, elle avait été annoncée en conseil municipal de Tours, elle est désormais lancée. Jouer au Carnegie Hall à New York, un rêve pour beaucoup, une réalité pour 6 choristes loir-et-chériens. Ils se produiront ce week-end sur cette scène mythique. On ouvre ce journal avec les incidents lors de la minute de silence en hommage aux victimes des attentats à Charlie Hebdo jeudi dernier. On a recensé 200 incidents en France selon le ministère de l'Éducation nationale. Situation beaucoup plus apaisée en Indre-et-Loire. Seul un incident est à notre connaissance à Tours-Nord. L'inspection académique ne communique pas sur ce sujet. L'établissement concerné est un établissement professionnel. François Clouet, minute de silence perturbée et légère altercation entre les élèves. Plusieurs parents d'élèves ont écrit au proviseur pour dénoncer ces agissements. Et cette question maintenant, comment aborder ces attentats de la semaine dernière dans l'enseignement? Comment expliquer aux élèves? Comment en parler? Direction le collège Georges Brassens à Èvre, Anaïs Michaud s'est immergée dans une classe de 3e. Bien, bonjour à vous tous. Bonjour. Vous sortez vos affaires, vous vous préparez. Comme d'habitude, nous allons démarrer notre cours par les informations. Qui est chargé de nous informer aujourd'hui? Ah, c'est Monsieur Bertrand. Bon alors Monsieur Bertrand, on va vous écouter. Allez, c'est parti. En janvier 2015, un mouvement républicain contre le terrorisme et en hommage aux victimes des attentats de la semaine dernière ont réuni le dimanche 11 janvier 2015 environ 3,5 millions de personnes dans toute la France. Renforcement du plan Vigipirate, 10 000 soldats déployés. Al-Qaïda au Yémen revendique l'attentat contre Charlie Hebdo. Vous avez évoqué le GIGN. Est-ce que vous savez ce que c'est que le GIGN? Un groupe armé qui fait partie de la police. Al-Qaïda au Yémen qui revendique l'attentat contre Charlie Hebdo. J'aimerais que vous nous localisiez là-bas sur le planisphère, le Yémen. Là. D'accord, c'est quoi la capitale? Sanaa. Très bien. Chaque jour, je désigne un élève qui doit faire les informations à ses camarades pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, ils évoquent les 4 principaux titres de l'actualité pour leurs camarades, et puis on revient sur des mots-clés, on revient sur des notions. Moi, ça me permet de placer des notions de géographie et d'histoire. Ça me permet de leur donner des clés pour comprendre l'actualité, parce que c'est pas toujours facile de comprendre le monde qui les entoure. Et là, qui est représenté? Mahomet. Et là, qui est représenté? Mahomet. Donc, conclusion, qu'est-ce que les dessinateurs de Charlie Hebdo survivants essayent de vous adresser comme message? Qu'ils n'ont pas peur des terroristes et qu'ils continueront à faire des caricatures sur Mahomet. Très bien. C'est un de nos grands objectifs de collège-lycée, ça, donner aux élèves un sens critique. Donc apprendre à lire une caricature, ça fait partie de nos programmes. Apprendre à prendre de la distance par rapport à une actualité, apprendre à réfléchir, à essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, c'est dans nos objectifs de collège. Les informations données par les médias ne sont pas toujours à la portée des collégiens. Aussi, ils apprécient cette mise en perspective. Ils ont un petit peu expliqué à la télé, mais c'était pas très clair. De revenir dessus, ça me fait comprendre certaines choses que je n'ai peut-être pas compris aussi avant. C'est plus intéressant parce qu'il explique encore mieux, le prof. Leur apprendre à s'informer, aiguiser leur sens critique et leur faire comprendre l'importance de la liberté d'expression. Bref, par ce biais, leur professeur fait d'eux de vrais citoyens. Et un nouveau rassemblement est prévu vendredi devant l'hôtel de ville de Tours à 18 h. Rassemblement tous Charlie, tous policiers, tous juifs. Il est organisé, ce rassemblement, par un citoyen fonctionnaire de la préfecture d'Indre-et-Loire. Un rassemblement pour prolonger, dit-il, le moment de fraternité et d'émotion de dimanche dernier. Et on l'apprend aujourd'hui, un incident s'est produit à Saint-Pierre-des-Corps alors que les Tourangeaux défilaient dans les rues de Tours. Dimanche, une trentaine de jeunes a lancé des pierres et de la boue sur un drapeau français accroché sur une fenêtre sur lequel il était écrit « Je suis Charlie ». La police a dû intervenir. Toujours en bref, un homme meurt dans l'incendie de son appartement. Les faits se sont déroulés ce jeudi matin dans les quartiers nord de Blois. L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais il avait déjà fait une victime. L'homme se serait peut-être endormi avec une cigarette allumée. Et c'est le 8 mars prochain que les détecteurs de fumée deviennent obligatoires dans les logements. Tous devront être munis de ces fameux détecteurs, particuliers mais aussi bailleurs sociaux. Un gros travail pour les gérants d'office HLM. C'est le cas de Tours Habitat qui gère 14 000 logements. Cette obligation représente 3 mois de travail. Aurélie Renaud, Anaïs Michaud.
Dans cet immeuble du boulevard Wagner, le porte-à-porte a commencé mi-décembre. C'est le groupe ISTA, spécialiste de la gestion de l'eau et du chauffage pour les habitats collectifs, qui est en charge d'équiper les appartements de détecteurs de fumée pour le compte du bailleur Tour Habitat. Évidemment, aujourd'hui, en ce moment, c'est la plupart de nos chantiers, puisque la loi fait qu'il faut que tout soit posé pour le 8 mars 2015. Donc on a notamment sur le secteur, pour pouvoir poser sur tout le patrimoine de Tour Habitat, 8 équipes qui, tous les jours, sont à pied d'œuvre pour poser ces détecteurs. Si l'opération de pose de détecteurs est simple et ne prend que quelques minutes, l'investissement, lui, est important. Il faut dire que ce bailleur dispose de plus de 14 000 logements. Nous, on a donc lancé la commande d'environ 15 000 détecteurs, parce qu'il y a certains logements, on va en positionner 2 en fonction de s'il y a des étages ou la configuration du logement. La fourniture est en prix environ inférieur à 10 €. Avec la pose, on arrive dans les 22 € à peu près sur notre patrimoine. Donc ça représente une somme globale de 350 000 € sur la fourniture et pose des détecteurs. C'est le document de l'appareil. Avec la garantie. Voilà. Aucune dépense pour les locataires, mais une obligation d'entretien de l'équipement avec un dépoussiérage régulier. La notice des détecteurs spécifie qu'un test du boîtier sonore doit être effectué fréquemment. La basilique Saint-Martin a besoin de votre soutien financier. Une souscription a été lancée par la mairie et la Fondation du patrimoine pour restaurer la statue, le dôme et même l'édifice dans son ensemble. Les particuliers sont appelés aussi à se mobiliser. Et nouveauté, on peut donner en ligne Internet qui a permis de récolter déjà 1 500 € en un mois. Audrey Champigny. C'était en février dernier. La statue de la basilique Saint-Martin était enlevée. Le dôme, mais surtout le socle, présentait des signes d'usure et menaçait de céder. Presque un an après, et afin de financer une partie des travaux de rénovation, la ville de Tours, propriétaire de l'édifice, a décidé de mettre en place une campagne de mécénat, avec notamment une possibilité de faire un don en ligne. C'est une idée un petit peu participative, c'est-à-dire que évidemment la ville doit assumer le financement des travaux sur le dôme et sur la remise en place de la statue. On va faire participer beaucoup de partenaires, l'Europe, l'État, la région, le département, Tours Plus. Mais je pense que, étant donné l'attachement des Tourangeaux à Martin, de la renommée qu'il a au niveau national et international, il fallait aussi s'adresser directement au grand public pour que ceux qui le souhaitent puissent participer par une œuvre de mécénat individuel, on va dire, au financement de ces travaux. Le site internet a été ouvert le 14 décembre dernier et il affiche déjà 1 605 € au compteur. C'est la Fondation du patrimoine qui gère ces dons. Objectif, atteindre le coût prévisionnel des travaux. Le projet est évalué aujourd'hui à un peu plus de 1 700 000 €. Quel sera le montant des dons ? On ne sait pas. Par expérience, sur l'ensemble des projets que nous avons sur l'Indre-et-Loire et à travers la France, puisque la Fondation du patrimoine est présente dans toute la France, eh bien, nous collectons à peu près 8 à 10% du montant des travaux par le biais de dons. Pour chaque euro versé, les donateurs bénéficient d'une déduction fiscale. 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Mais malgré ces avantages et l'attachement certain des Tourangeaux pour la basilique et Saint-Martin, sont-ils pour autant prêts à mettre la main à la poche ? Je suis commerçante et que Saint-Martin était le premier commerçant vendeur de draps et que voilà, solidarité à travers les âges. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Même si je ne suis pas catholique ni pratiquante, voilà, c'est pour le bâtiment lui-même, voilà, il y a rien de religieux derrière. En tant qu'individu, ça ne fait pas une très grande différence. Je suis pas millionnaire malheureusement, mais après je pense que si les autres étudiants prennent l'initiative comme moi de le faire, genre 10 € chacun, je pense que ça peut faire une petite différence. Si je donnais un petit peu, je donnerais, je sais pas, dans les dons qu'on donne à d'autres associations, entre 15 et 30 €, on va dire ça comme ça. À la restauration du dôme et du socle s'ajoute également le traitement des fissures de certains murs et celui de l'humidité de la crypte où repose le saint. Le retour de la statue de Saint-Martin est quant à lui prévu pour novembre 2016, année de son 1700e anniversaire. 12 000 billets vendus en une matinée. Le match Tours FC Saint-Étienne mercredi prochain affichera sans doute complet.
Les billets ont été mis en vente ce matin. Les supporters ont fait la queue pour se procurer le sésame permettant de suivre au stade de la Vallée du Cher ce match de Coupe de France. Et en attendant, le Tours FC va recevoir Troyes demain dans le cadre du championnat de Ligue 2. Après avoir fait tomber les Dijonais la semaine passée, les Tourangeaux doivent une nouvelle fois gagner car ils sont toujours en position relégable, mais à 3 points du 12e. On écoute Alexandre Dujeu, l'entraîneur du Tours FC, qui s'exprime sur l'équipe de Troyes au micro de Romain Delville. Troyes, c'est une équipe qui a un effectif large, qui a un effectif de qualité, qui travaille. C'est un groupe qui ne bouge pas énormément, donc il y a des automatismes. Ils sont sûrs de leur force. C'est une équipe qui a toujours été assez bonne dans le jeu, puis en ce moment là, ils prennent pas de but. Donc forcément, ils obtiennent des résultats. Ils sont premiers assez logiquement. Et voilà, donc une fois de plus, pour nous, il faudra déjouer les pronostics. Les inscriptions sont déjà ouvertes. C'est parti pour le 2e marathon Touraine-Loire-Vallée. Il se tiendra le dimanche 20 septembre 2015. Après le succès de la première édition, qui place d'ores et déjà cette course à la 5e place des marathons de France, avec 4000 participants, on attend encore plus de monde cette année, enfin en 2015, peut-être 5000 selon les organisateurs. Et on termine ce journal avec une expérience unique que vont vivre 6 Loir-et-Chériens, 6 choristes du Loir-et-Cher du canton de Savigny-sur-Bray. Ils vont se produire ce week-end à New York sur la scène du Carnegie Hall. C'est le compositeur Martin Palmery qui est tombé sous leur charme. Romain Delville a assisté à leur avant-dernière répétition. Voici son reportage. C'est une belle histoire de chorale, une belle aventure musicale qui commence il y a 3 ans dans le Perche sartois et qui mène aujourd'hui ses choristes sur la scène du Carnegie Hall à New York, là où se sont produits Karajan, Maria Callas, Luciano Pavarotti ou encore les Beatles. C'est vraiment une salle mythique. Bon, je ne sais pas à quoi on peut la comparer. Peut-être l'Olympia, peut-être c'est une scène classique quand même, hein, un auditorium de 2800 places. Bon, nous qui sommes, j'allais dire, des amateurs, aller se produire sur une scène pareille, c'était non seulement invraisemblable, mais on a presque encore du mal à y croire. Ils sont 6 Loir-et-Chériens de la chorale Émichante à être du voyage new-yorkais. Au total, 100 choristes avec la chorale de l'Université du Maine. Sur la scène du Carnegie, ils accompagneront le compositeur Martin Palmieri pour y interpréter Missa à Buenos Aires, des chants sacrés sur un air de tango. Une forme de consécration pour cette chorale amateur. Ça représente tellement pour moi, j'ai pas de mots tellement pour vous exprimer le bonheur de ma chef de chœur avant tout, parce que c'est grâce à elle et c'est pour elle que nous voulons en fait passer un petit peu comme ça pour montrer sa valeur et toutes ses qualités par rapport à nous. La chef de chœur, c'est Evelyne Bécher, pierre angulaire de la chorale, pierre angulaire de ce projet. En 2011, ces chorales interprétaient la Missa Tango devant Martin Palmieri. 3 ans plus tard, il a souhaité qu'elle l'accompagne pour sa première à New York. J'ai reçu un mail au mois d'avril du Carnegie qui m'invitait à venir chanter avec mes chœurs. Donc au départ, je me suis dit c'est pas possible. Et c'était bien, j'avais été recommandée par Martin Palmieri pour aller chanter là-bas. Dans 3 jours, les choristes seront sur une des scènes les plus prestigieuses du monde, la salle Isaac Stern du Carnegie Hall. Et les souvenirs, c'est pour la vie. Restez avec nous dans un instant, notre invité Claude Greff, député UMP de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire.